un club d'ornithologie et un meurtre que personne n'a vu venir. Bienvenue dans Détective Éternel, je suis votre hôte Gilles. Développons cette communauté d'amateurs de mystères. Laissez un commentaire pour indiquer d'où vous regardez. Vos messages illuminent toujours ma journée. Allons-y. Saint-Aldelmès était ce genre de village anglais qui semblait avoir été préservé dans une boule à neige, avec ses cottages couverts de roses, ses ruelles tortueuses et le tintement lointain et constant de la cloche de l'église paroissiale. Rien ne se passait jamais à Saint-Aldelmès, autrement dit, rien de criminel, si ce n'est le braconnage de M. Pettigrew ou les sermons peu orthodoxes du vicaire, comme le faisait une certaine partie de l'Institut des femmes. C'était début juin, et la campagne était parée de ses plus beaux atours. Les haies luxuriantes, le ciel d'un bleu immaculé et le chant des oiseaux aussi abondant que les ragots du village. La Société ornithologique de Saint-Aldelme tenait son thé annuel, une tradition organisée cette année par le colonel Geoffrey Waring dans sa propriété de Bracondale Hall. Le colonel, désormais retraité des forces de Sa Majesté et devenu ornithologue amateur, était à la fois respecté et quelque peu craint, connu pour son emploi du temps chargé et son air glacial. Parmi les invités, aux côtés du groupe habituel de naturalistes amateurs, se trouvait Mademoiselle Jane Marple, invitée en tant que vieille amie de Madame Philippa Langton, secrétaire de la Société. Mademoiselle Marple était assise légèrement à l'écart sous un cytise en fleurs, sirotant un Earl Grey léger et tricotant un objet vague en bleu pâle. Bien qu'apparemment absorbée par ses aiguilles, rien ne manquait à ses yeux bleu pâle, ni les regards voilés échangés par Madame Langton et le vicaire, ni le sourire pincé d'Alice Fortescue, la fiancée du jeune docteur Simon Crisp, qui évitait la conversation avec la turbulente Elspeth Waring, la sœur du colonel. « Quelle affluence » murmura Philippa Langton en s'enfonçant dans le fauteuil en fer forgé à côté de Miss Marple. On aurait dit qu'on attendait la rare mésange huppée plutôt que juste du thé et du batambert. Miss Marple rit Dowsmet. Les gens aiment se retrouver. Ça leur donne l'occasion de s'observer et d'être vus. Et de spéculer sans fin, soupira Philippa. Si seulement ils pouvaient concentrer leur énergie à repérer de vrais oiseaux. Certains ne reconnaîtraient même pas une citelle perchée sur leurs lunettes. À cet instant, un cri aigu retentit, rapide, aigu et humain. Les conversations s'interrompirent. Les tasses de thé restèrent immobiles en l'air. « Colonel Waring » cria quelqu'un. Il s'est effondré, près du pavillon. Les invités se sont précipités comme des étourneaux effrayés, se dirigeant vers la pelouse arrière, où le colonel avait été vu pour la dernière fois, montrant un pic-et-pêche à un groupe de passionnés. Miss Marple ne se précipita pas. Elle posa soigneusement son tricot et se leva d'un air calme et déterminé. Une longue expérience lui avait appris que la vérité, contrairement à un oiseau effrayé, ne s'envole pas. Elle se fraya un chemin à travers la foule murmurante jusqu'à atteindre l'extrémité du jardin du pavillon d'été. Là, le colonel gisait maladroitement sur les dalles, une main tendue vers une paire de jumelles maintenant brisées sous son poids. Son visage était d'une pâleur alarmante, la bouche entr'ouverte. Le docteur Crisp était déjà agenouillé à côté de lui. « Plus de peau » murmura-t-il d'un ton sombre. Il est parti. Une seule fauvette à tête noire chantait dans la haie d'aubépine tandis que le silence s'épaississait. « Oh là là » dit Miss Marple doucement, mais à personne en particulier. Son regard parcourut les visages rassemblés, certains choqués, d'autres simplement curieux. Comme c'est soudain, et comme c'est gênant, pour quelqu'un. Elle se pencha pour récupérer la canne du colonel et en examina le bout pensivement, puis tourna les yeux vers la table de jardin voisine, où sa tasse de thé intacte fumait encore légèrement au soleil. Quelque chose voltait à proximité, peut-être l'aile d'un oiseau, ou peut-être les prémices d'un scandale naissant. La mort du colonel Geoffrey Waring se répercuta à Saint-Aldelme comme un caillou tombé dans un étang tranquille, d'abord doucement, puis s'élargissant progressivement dans les cercles de spéculation. À 6 heures ce soir-là, les salons et les salons de thé, bien rangés, étaient inondés de rumeurs.
C'était le choc, c'est sûr, dit Madame Everly au bureau de poste, hochant la tête avec une certitude qu'elle ne ressentait pas vraiment. Cet homme n'a jamais ralenti, même après son AVC au printemps dernier. J'ai entendu dire que c'était son cœur, dit M. Digby derrière une pile de colis. Toutes ces années à aboyer sur des soldats et à défiler en Birmanie, ce n'est pas bon pour le cœur. Mais au beurre des Tisles, le pub local, le ton avait déjà changé. Il s'est effondré, disent-ils. Comme ça, grogna Gordon Platt, ancien garde-chasse devenu habitué des pubs, en buvant sa deuxième pinte. Ça sent mauvais, surtout pour un homme aussi en forme que le colonel. Il avait des ennemis, n'est-ce pas? Dit Madame Green, la tenancière du pub, d'une voix basse mais joyeuse. J'ai toujours pensé qu'il s'en prenait à quelques-uns. Pendant ce temps, à Bracondale Hall, la visite préliminaire du coroner était terminée. Le corps avait été retiré respectueusement, la police avait posé des questions polies mais précises, et les invités avaient été renvoyés chez eux, beaucoup avec des condoléances murmurées et une stupeur peu convaincante gravée sur leur visage. Miss Marple, s'étant excusée discrètement, parcourut à pied les 800 mètres qui la séparaient du cottage de Philippa Langton. La soirée était agréablement fraîche, et le ciel était teinté de lavande et d'orange doux, comme pour apaiser les nerfs du village. Elle passa devant des clôtures de chèvrefeuilles et de vieux murs de pierre, comme si elle faisait partie intégrante du paysage, familière, inoffensive, invisible. Philippa ouvrit aussitôt sa porte, comme si elle attendait. « Dane, entre. Je n'ai pas envie de dîner, mais j'ai préparé du jambon froid et une petite salade, si tu veux. » Miss Marple sourit. « Ça a l'air délicieux. Et une tasse de thé, peut-être. » Ils étaient assis dans le jardin, sous un cerisier encore couvert de quelques fleurs tardives. Les oiseaux gazouillaient au-dessus de leur tête, apparemment indifférents aux événements de l'après-midi. Miss Marple grignotait une tranche de tomate. « Je me demande, dit-elle doucement, si le colonel avait des ennemis particuliers parmi vos amis ornithologues. » Philippa cligna des yeux. « Des ennemis? Oh non !» Geoffrey pouvait être pompeux, certes, et un peu tyrannique, mais pas, enfin, pas détesté. Les aiguilles de Miss Marple claquaient faiblement sur ses genoux. Vous seriez surprise, ma chère, de voir à quel point l'aversion peut s'installer dans les petits espaces. Surtout quand quelqu'un se place au sommet de la hiérarchie. Philippa émit un léger rire triste. Tu n'as pas tort. C'était un tyran lors des réunions du comité. La pauvre Elspeth essayait toujours d'arranger les choses, mais elle a autant peur de lui que nous tous. Miss Marple leva brusquement les yeux. Elspeth Waring, essay, sir. Elle semblait plutôt irritable aujourd'hui. Philippa se servit une seconde tasse de thé. Oh, Elspeth a toujours été nerveuse. Vieille fille, elle vit dans son ombre, la pauvre. Je pense qu'elle est restée par pure loyauté, ou peut-être n'avait-elle tout simplement nulle part où aller. Il y eut un silence. Le jardin résonna du chant des abeilles dans la lavande. « Dites-moi, dit Miss Marple après un moment, que savez-vous du jeune docteur Crisp? » Philippa haussa un sourcil. « Simon? Un garçon brillant. Ambitieux, même si tout le monde ne l'apprécie pas. Il trouve tout le village arriéré. Mais le colonel a eu un faible pour lui. Il partageait des racines militaires, je suppose. Et sa fiancée, Alice Fortescue? Alice est mystérieuse, œuvreuse, discrète. Ça vient de l'argent, mais on ne le devinerait jamais. Franchement, je ne vois pas vraiment ce qu'elle voit chez Simon. » Miss Marple hocha la tête, apparemment absorbée par son thé. Curieux de voir combien de personnes avaient des raisons de détester le colonel, d'une manière ou d'une autre. Philippa eut un petit rire sec. « Eh bien, si tu commences à compter, on va passer la nuit ici. Mais tu ne penses quand même pas. »« Je n'en pense rien pour l'instant. » Interrompit doucement Miss Marple. « Je dis seulement que lorsqu'un homme meurt subitement lors d'un goûter, après s'être fait plus d'un ennemi, il faut garder l'esprit ouvert. Cette nuit-là, alors que le village se blottissait sous des couettes et derrière des rideaux de dentelle,
la porte de Bracondale Hall s'ouvrit à nouveau en grinçant. Elspeth Waring se tenait seule dans le bureau de son frère, l'odeur du tabac et des vieux livres flottant dans l'air. Elle alluma une lampe d'une main tremblante et se dirigea vers le bureau, ouvrant les tiroirs, fouillant dans les papiers. Son visage était tendu, creusé. À un moment, elle s'arrêta et regarda la carafe de whisky à moitié vide posée sur le buffet. Elle traversa la pièce, se versa une bonne mesure et la but d'un trait. Son regard se porta à nouveau sur le bureau. Quoi qu'elle cherchait, elle ne l'a pas trouvé. Le lendemain matin, le ciel était gris et l'odeur de la pluie s'annonçait. L'inspecteur Colin Arkwright arriva à Saint-Aldelmès, un badge impeccable et une moustache soignée, accompagné du sergent Webb, dont le carnet était déjà à moitié rempli de déclarations préliminaires de témoins. Miss Marple se trouvait par hasard chez l'épicier lorsque l'inspecteur, vêtu de son long manteau marron, passa. Elle lui adressa un signe de tête poli, auquel elle répondit par un regard rapide. Arkwright ne la connaissait pas encore de réputation, ce que Miss Marple trouva discrètement utile. De retour au hall, le détective n'a pas perdu de temps. « Vous dites qu'il s'est effondré ?» répéta-t-il, assis en face d'Elspeth dans le salon. « Oui » répondit Elspeth, les mains jointes sur ses genoux. Il donnait une conférence sur les oiseaux près du pavillon. Je venais juste d'aller chercher d'autres sandwichs au concombre. S'était-il récemment plaint de douleurs à la poitrine? De vertige? Elle hésita. Pas directement. Mais Geoffrey parlait rarement de sa santé. Il considérait la faiblesse comme indigne. Arkwright Pritnout. Qui a préparé les rafraîchissements? Madame Langton et moi. Et Alice Fortescue nous a aidés à préparer le thé. Je crois que c'est le docteur Crisp qui a apporté les scones. Et la tasse de thé? On l'a touchée? Elle cligna des yeux. Pas que j'ai vu. Il en a fait un, je crois. Il était très exigeant. Dehors, Miss Marple erra dans le jardin, s'arrêtant sous le cytis. Un petit fragment attira son attention. Un morceau de papier déchiré, à moitié enfoui dans l'herbe près des marches du pavillon. Elle se pencha pour le récupérer. On aurait dit un bout de note. Taché, humide, seuls 2 mots étaient lisibles. Réglé. Ou alors, elle le rangea dans son réticule avec un froncement de sourcils à peine perceptible. À l'intérieur de la maison, le sergent Webb inspectait le contenu du buffet. On dirait qu'il a bu un verre peu avant de mourir. Du brandy, monsieur. Arkwright secoua la tête. Aucun signe d'acte criminel pour l'instant. On attendra les résultats des analyses toxicologiques. Il pourrait s'agir d'une cause naturelle. Miss Marple, passant devant la arrière sur son chemin de retour vers le village, poussa un petit soupir. D'après son expérience, lorsque quelqu'un disait « aucun signe de malveillance », cela signifiait simplement qu'il n'avait pas encore appris à les reconnaître. La pluie tomba doucement le lendemain matin, lavant l'église Saint-Aldelme d'une bruine continue qui fit scintiller les pavés et soupirer les parterres de fleurs. Pour la plupart, ce fut le signal de se retirer chez soi, de se préparer un thé fort et de discuter avec une vigueur renouvelée de la disparition prématurée du colonel. Aux Roses et Myrtes, l'unique salon de thé du village, les tables étaient déjà pleines à 10 heures. Un léger murmure de conversation s'élevait autour des pots de Darjeeling et des crimpets fraîchement beurrés. Bien que personne ne le dise à voix haute, chaque client se redressait, écoutait plus attentivement et prenait soin de ne manquer aucun détail murmuré. « J'ai entendu dire que c'est l'arsenic », dit Madame Cartwright en tapotant sa cuillère à café sur le bord de sa tasse avec autorité. Le médecin a laissé entendre qu'il y aurait une autopsie en bonne et due forme. Le poison est toujours la solution dans ces cas-là. Sa compagne, Mademoiselle Lucy Haynes, semblait sceptique. De l'arsenic? De nos jours? Sûrement pas. C'est terriblement victorien. Démodé peut-être, dit Madame Cartwright, mais efficace. Et très difficile à détecter, surtout à petite dose. Miss Marple, assise tranquillement dans un coin avec une modeste assiette de pain grillé et de marmelade, gardait les yeux rivés sur le journal devant elle, mais ses oreilles, ses oreilles, étaient toujours en éveil. Elle remarqua,
Une fois de plus, avec quelle liberté les gens spéculaient sur la mort lorsqu'ils la sentaient éloignée. Le colonel, après tout, avait toujours été plus une institution qu'un voisin, plus un chêne qu'un homme. Pourtant, il était un homme, et les hommes avaient des ennemis. Elle plia le journal et quitta le salon de thé juste au moment où les cloches de l'église commençaient à sonner l'heure. La pluie s'était réduite à un brouillard. Elle emprunta un sentier latéral qui menait, par son pas calme et habituel, à la maison d'Alice Fortescue. La famille Fortescue vivait dans un vieux presbytère aux volets blancs écaillés et doté d'une longue allée de gravier qui serpentait sous une rangée de marronniers. C'était une maison pleine de dignité et d'un silence digne d'années de bienséance. Alice elle-même ouvrit la porte, surprise mais pas mécontente. « Mademoiselle Marple, dit-elle en s'écartant pour la laisser entrer. Venez, maman est à son club de bridge. Elle ne reviendra qu'après le déjeuner. » Miss Marple hocha la tête et retira ses gants avec précision. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, ma chère. J'ai pensé que vous apprécieriez une visite. Ces choses-là. Eh bien, elles perturbent tout le monde, mais j'imagine que cela doit être particulièrement éprouvant pour vous. » Alice la conduisit dans un salon où des coussins bleu pâle étaient posés sur des chaises à dossier rigide et où aucun objet n'était déplacé. « Je n'arrive toujours pas à y croire, » dit-elle en versant du thé dans une théière en argent. Il semblait si permanent. Miss Marple accepta sa tasse avec un petit sourire. Oui. Les hommes comme le colonel donnent souvent cette impression. Jusqu'à ce que, bien sûr, quelque chose vienne briser cette illusion. Alice hésita, ses mains se resserrant légèrement autour de la porcelaine délicate. Il a été très gentil avec Simon, dit-elle, peut-être un peu trop vite. Presque comme un mentor. Miss Marple but une gorgée. Quelle chance! Tous les mentors ne sont pas généreux. Certains peuvent être exigeants. Alice rougit, puis détourna le regard. Simon se trouvait parfois un peu autoritaire, mais il ne le disait jamais ouvertement. Geoffrey, le colonel Waring, avait des idées bien arrêtées. Il pensait savoir mieux que quiconque. Et l'a-t-il fait? Demanda doucement Miss Marple. Alice émit un petit rire cassant. Peut-être, mais parfois, il ne voyait pas ce qui était juste devant lui. Il y eut un silence. Dehors, la pluie claquait doucement contre les fenêtres. « Pardonnez-moi, » dit Miss Marple au bout d'un moment. « Je vous le demande simplement parce que c'est souvent dans ce genre de relations inégales, fondées sur l'obligation, que les choses s'enveniment. Ressenti, petites humiliations. Vous seriez surpris de voir combien de personnes finissent par se sentir piégées. » Alice ne répondit pas immédiatement. Lorsqu'elle le fit, sa voix était plus basse. « Je suppose que tu as raison. Mais la mort de Geoffrey était-elle naturelle? »« C'est possible, » dit Miss Marple en posant sa tasse. « Peut-être pas. Mais ce qui m'intéresse plus que la manière dont il est mort, c'est le contexte, les événements qui l'ont précédé, et les gens qui l'entouraient. » Elle se leva pour partir, et Alice se leva également. « S'il y a quelque chose dont vous vous souvenez, même quelque chose qui semblait sans importance à l'époque. » Alice hésita encore, puis dit lentement. « Il y avait une lettre. Geoffrey l'a reçue 2 jours avant le thé. Je n'ai vu que l'enveloppe. Pas de nom au recto, juste des mots tapés à la machine. À lire seul. Il l'a lu dans son bureau et l'a brûlé immédiatement après. » Miss Marple haussa les sourcils mais ne dit rien. « J'ai trouvé ça bizarre, » ajouta Alice. Il semblait troublé, après coup. Plus que d'habitude. Il a même annulé notre réunion du comité ce soir-là, ce qu'il n'a jamais fait. « C'est intéressant, » murmura Miss Marple. « Merci, ma chère. Vous m'avez été d'une grande aide. » En quittant la maison, la bruine s'était transformée en une fine brume, presque imperceptible. Elle s'arrêta sous l'un des grands marronniers, songeuse. Une lettre secrète. Un changement soudain de routine. Et un homme mort sans que personne ne puisse, ou ne veuille, expliquer comment. Elle se dirigea vers le cabinet médical, où le docteur Crisp terminait ses rendez-vous matinaux. La salle d'attente était vide, à l'exception d'un homme âgé enrhumé et d'une jeune mère tenant un bébé inquiet.
Mademoiselle Marple, dit Simon, surpris mais pas désagréable lorsqu'elle apparut sur le seuil. Entresse. Tout va bien? Oh oui, dit-elle en entrant. Je n'ai rien qu'un peu de tricot ne puisse guérir. Mais je me suis interrogé, Simon, sur le colonel. Après tout, tu as été le premier à l'examiner. L'expression de Simon se crispa légèrement. Oui, aucun signe extérieur. Pas de lutte, pas de traumatisme apparent. Son cœur? J'ai supposé. Tout à fait. Mais qu'en est-il de la tasse? La coupe? Celle dans laquelle il a bu. Encore à moitié pleine. Pas de gout, ni d'odeur bizarre? Simon hésita. Je ne l'ai pas testé. Sur le moment, ça ne me semblait pas nécessaire. Bien sûr, répondit gentiment Miss Marple. Aucune raison de soupçonner quoi que ce soit, à moins d'en avoir déjà eu. Elle laissa cela en suspens pendant un moment avant de sourire à nouveau. Merci, Simon. Je ne te prendrai pas plus de temps. Elle quitta le cabinet et se dirigea vers la place du village, l'esprit en ébullition. Derrière elle, à travers les vitres du cabinet, elle perçut le scintillement d'un regard. Pas Simon, mais Alice, à moitié cachée derrière la porte, le visage tiré par quelque chose de plus que de l'inquiétude. Au parc, Miss Marple rencontra Elspeth Waring, qui marchait près du monument aux morts dans un manteau trop fin, son parapluie oublié à ses côtés. « Elspeth, ma chère, » dit doucement Miss Marple, « tu vas attraper la mort. » Elspeth leva brusquement les yeux. Son visage était pâle et marqué par quelque chose qui pouvait être de la peur ou de la culpabilité. « Je suis désolée, dit-elle d'une voix rauque. J'avais juste besoin d'air. C'est tellement surréaliste. Vous avez vécu de nombreuses années avec votre frère, dit Miss Marple. Vous devez le connaître mieux que quiconque. Une expression étrange passa sur le visage d'Elspeth. Je croyais l'avoir fait. Et sur ce, elle se retourna et s'éloigna d'un pas vif, laissant Miss Marple seule sous le vieux chêne qui avait vu le village traverser 2 guerres et 1000 secrets murmurés. Elle resta un moment de plus sous la bruine, réfléchissant aux mots, au silence et aux ombres qui se déplaçaient juste sous la surface. Un homme était mort. Une lettre avait disparu. Et parmi ceux qui plairaient, quelqu'un gisait. L'inspecteur Arkwright se tenait près des hautes fenêtres du bureau de Bracondale Hall, observant la pluie ruisseler sur les vitres en filets hésitants. Derrière lui, le sergent Webb planait tel une ombre obéissante, carnet à la main. Le rapport d'autopsie reposait sur le lourd bureau en chêne, ouvert et marqué en rouge. « Cause naturelle », murmura Arkwright, à moitié pour lui-même. Insuffisance cardiaque aiguë. Aucune trace de poison, aucun traumatisme, aucun signe d'ingestion forcée. Webb s'éclaircit la gorge. Alors, c'est officiel, monsieur. Arkwright se détourna de la fenêtre en haussant les épaules. Officiel, oui. Concluant, je ne suis pas entièrement convaincu. Nous sommes tous les deux dans cette situation depuis assez longtemps pour savoir que parfois, ce qui n'est pas trouvé est plus révélateur que ce qui est trouvé. Les rumeurs locales fourmillent de théories, monsieur. Certains parlent de poison, d'autres d'un accident vasculaire cérébral. Et maintenant, il y a une rumeur de lettres. Une lettre? Arkwright Franca, les sources. Quelle lettre? Miss Marple a posé une question. La femme de chambre a entendu Miss Waring dire que Geoffrey avait brûlé une lettre la semaine dernière, sans nom, juste l'instruction de la lire seule. L'expression D. Arkwright, John Hayes Settlement. Ça, c'est intéressant. Il traversa la pièce, reprit le rapport et parcourut les brèves annotations. En bonne santé pour son âge. Un peu d'hypertension. Aucun signe de maladie chronique. Un arrêt cardiaque soudain. Cela aurait pu arriver à n'importe qui. Mais ce n'était pas arrivé. C'était arrivé au colonel Geoffrey Waring, un homme inflexible, un homme connu pour sa discipline et qui ne manquait pas d'ennemis. Faisons venir le jeune docteur Crisp pour un compte-rendu plus détaillé, dit-il, et demandons à quelqu'un de reparler à cette vieille fille, Elspeth Waring. Il y a quelque chose qu'elle ne nous dit pas. Ailleurs dans le village, les nuages commençaient à se dissiper,
révélant des rayons de soleil humide qui miroient à travers les feuilles mouillées. Mademoiselle Marple, profitant du beau temps, se dirigea vers le cottage de M. Lionel Saint-Georges, le dernier arrivé de la Société ornithologique, de l'avis général, un intrus. Saint-Georges était arrivé à Saint-Aldelme seulement 6 mois auparavant, louant la maison du cocher, couverte de lierre, à l'orée du bois. Il prétendait écrire un livre sur les oiseaux migrateurs et s'était rapidement intégré à la société, même si certains, notamment le colonel, avaient été peu enthousiastes quant à ses vues modernes et ses théories peu orthodoxes. Il salua Miss Marple avec un sourire chaleureux, quoique légèrement réservé. « Mademoiselle Marple, je n'attendais pas de visite. Entrez, mais faites attention aux plumes. Je viens de finir de nettoyer l'aile d'une cresserelle. » Le salon était encombré de carnets de terrain, de jumelles et de guides ornithologiques en plusieurs langues. Une tasse de café froid à moitié vide trônait au sommet d'une pile de courriers. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, » dit-elle en ôtant son chapeau. « Je me demandais simplement si vous aviez remarqué quelque chose d'inhabituel chez le colonel Waring récemment. » Saint-Georges se pencha en arrière, ses yeux se rétrécissant légèrement. « Inhabitual, comment. Changement de comportement. Humeur. Colère soudaine. » Il se gratta le menton pensivement. Il était toujours plutôt irritable, mais ces 2 dernières semaines, oui. Il m'a lancé un regard sec lors d'une réunion pour une banalité à propos de ses habitudes de nidification. Ça ne lui ressemblait pas du tout, même. A-t-il mentionné avoir reçu du courrier inhabituel? Non, mais maintenant que tu le dis, je me souviens qu'il vérifiait lui-même le courrier de manière assez obsessionnelle un matin, juste avant notre promenade ornithologique. Normalement, il laissait ça à la femme de ménage. Miss Marple fit un petit signe de tête. « Et dites-moi, Monsieur Saint-Georges, vous êtes-vous senti bien accueilli par le colonel ?» Il eut un petit rire. Pas le moins du monde. Il pensait que j'étais un imposteur. Il a dit ouvertement un soir après avoir trop bu. Il n'aimait pas les idées nouvelles. Il pensait que le travail de terrain devait se faire avec un crayon et de la patience, et non avec des caméras et des satellites. Miss Marple sourit poliment, même si son esprit était ailleurs. De retour au village, l'inspecteur Arkwright interrogeait de nouveau Elspeth Waring. Elle était assise, raide comme une flèche, sur le canapé du salon, les mains jointes sur les genoux, comme pour se préparer. « J'ai cru comprendre que votre frère avait reçu une lettre peu de temps avant sa mort, » a-t-il déclaré. Elspeth cligna des yeux. « Oui, je ne l'ai pas vu, mais il m'a dit de ne pas le déranger. Il a brûlé dans la cheminée du bureau après. Il semblait secoué. Savez-vous qui aurait pu l'envoyer? » Non, il ne l'a pas dit. Geoffrey n'était pas du genre à se confier. Il gardait ses secrets comme des médailles. Ils étaient rangés dans des tiroirs et ne les ressortait qu'en cas de besoin. Le ton d'Arkwright s'adoucit légèrement. « Mademoiselle Waring, pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question directement. Votre frère avait-il des ennemis ?» Son visage se tordit, non pas de surprise, mais de reconnaissance réticente. « Oui, bien sûr, il ne l'admettrait pas. Il rabaissait Simon Crisp à chaque occasion, le traitant de « clinicien », et se moquait de ses recherches. Il se disputait avec M. Saint Georges sur à peu près tout, et des rumeurs circulaient sur un désaccord avec Madame Langton. Une affaire personnelle. Madame Langton, il y a des années, avant son mariage. Je crois qu'ils étaient, enfin, fiancés. Bereavement. Il la rompu. Sans ménagement. Arkwright a griffonné une note. Est-ce qu'il avait l'air effrayé récemment? Elspeth marqua une pause. Pas effrayé, mais agité. Distrait. Il m'a agressé 2 fois la semaine dernière parce que j'avais déplacé ses lunettes. Il a commencé à verrouiller son bureau. Merci, dit Arkwright. C'est tout pour le moment. Plus tard dans la soirée, Mademoiselle Marple assista à un petit dîner chez Philippa Langton. Les invités étaient discrets. Madame Everly, le vicaire et son épouse, ainsi que le docteur Crisp et Alice à leur suite. La conversation s'est tournée, comme cela s'est inévitablement produit,
vers le colonel. Je n'aurais jamais pensé dire cela un jour. Avoua doucement le vicaire, mais sa présence était souvent plus oppressante que rassurante. Il était très généreux envers la société, dit Philippa avec fermeté, et envers les particuliers. Il a offert une bourse de recherche à Simon le mois dernier, n'est-ce pas? Simon se tortilla, mal à l'aise. Oui, mais on n'avait pas encore finalisé les formalités administratives. Miss Marple observa cet échange avec un intérêt discret. Son attention se porta brièvement sur Alice, devenue pâle et silencieuse. Miss Marple prit sa tasse de thé et remarqua avec une douce curiosité quel geste attentionné de financer la recherche, même si j'imagine que cela implique des attentes. Simon esquissa un sourire crisp. Jeffrey attendait de la gratitude. Et de la complaisance. C'était dans sa nature. Pourtant, poursuivit Miss Marple d'un ton doux, on se demande pourquoi il semblait si perturbé dans ces derniers jours. Un homme en paix avec lui-même ne ferme pas les portes à clé, ne brûle pas les lettres et ne se dispute pas à propos de ses habitudes de nidification. Le silence suivit. Puis, lentement, Alice se leva. « Excusez-moi, dit-elle doucement. Je me sens un peu faible. » Simon la suivit rapidement, le visage figé par l'inquiétude. Miss Marple les regarda partir, puis se tourna vers Philippa. « Ma chère, dit-elle doucement, avez-vous déjà remarqué une petite cicatrice sur le poignet droit du colonel? » Philippa cligna des yeux. « Oui, maintenant que tu en parles. Un mince. Blanc. Pourquoi? » Miss Marple fit un petit signe de tête pensif et se leva pour aller chercher son châle. Elle ne dit rien de plus, mais son esprit construisait déjà des connexions. Un bureau verrouillé, une lettre brûlée, une subvention assortie de conditions. Et une cicatrice, non pas due à une bataille, mais à quelque chose de plus proche, de plus personnel. La vérité, soupçonnait-elle, se cachait tranquillement à la vue de tous, attendant simplement que quelqu'un lève le voile et la voie pour ce qu'elle était. Le lendemain matin, l'aube était inhabituellement lumineuse, le village de Saint-Aldelme luisant comme nettoyé par les pluies des derniers jours. Les haies fumaient doucement au soleil, et les rouges-gorges reprenaient leur poste le long des murs du jardin, chantant avec une joie renouvelée. On aurait pu parler d'une matinée paisible de juin, si le malaise ne s'était pas amplifié dans les ruelles du village. Miss Marple, comme à son habitude, se leva tôt. Elle était convaincue depuis longtemps que le matin recelait certaines vérités, des comportements inexprimés qui passaient inaperçus à ceux qui dormaient trop tard ou allaient trop vite. Après un petit déjeuner tranquille composé de porridge et de confiture de mûres, elle prit son châle et sa canne et se dirigea vers la place du village. Elle s'arrêta près du cimetière, où M. Digby, le gardien, taillait les bordures de la pelouse près de la parcelle familiale des Waring. Elle le salua d'un aimable « bonjour » et de quelques remarques polies sur les roses, mais son regard se porta, comme par hasard, sur les pierres tombales des Waring. Un nouveau monticule de terre avait été ajouté près de la crypte familiale, préparée pour l'inhumation du colonel. Une simple croix de bois y était encore présente, en attendant qu'une pierre soit gravée. Une petite couronne de fleurs reposait à sa base. Miss Marple se pencha légèrement pour l'inspecter. Le ruban ne portait aucune signature, seulement un seul mot écrit d'une main soignée. « Pardonnez. »« Curieux. » Elle se tourna vers M. Digby. « Quel geste est touchant. Savez-vous qui a apporté ça? » Il se gratta la tête. « Je ne sais pas, madame. Il était là tôt ce matin quand je suis passé. Ça aurait pu être Elspeth, je suppose. Ou mademoiselle Fortescue. Elle l'aimait bien. Non? » Miss Marple eut un vague sourire. Certains le pensaient. D'autres n'en étaient pas si sûrs. Elle continua vers la pharmacie, où elle trouva la jeune Alice Fortescue debout dehors, parlant un peu trop vite à Madame Everly. Miss Marple ralentit le pas. « J'ai dit à Simon de ne plus jamais parler à l'inspecteur sans raison valable, » disait Alice. « C'est affreux comme les gens déforment les choses. Geoffrey était en parfaite santé, certes, mais on meurt, n'est-ce pas? On meurt. » Madame Everly,
toujours à l'écoute lorsque les ragots circulaient, murmura quelque chose en retour, et Alice se dépêcha de partir, ne remarquant pas Miss Marple à proximité. À l'intérieur de la pharmacie, Miss Marple prit une petite boîte de pastilles pour la gorge, plus pour avoir l'occasion de parler que par nécessité. Monsieur Cribben, le pharmacien, l'accueillit avec un sourire. « Mademoiselle Marple, vous n'êtes pas malade, n'est-ce pas? »« Pas du tout, merci. Juste un petit chatouillement. » « Mais puisque je suis là, » elle marqua une pause, puis ajouta, comme par hasard. « Je suppose que le colonel Waring n'avait pas d'ordonnance régulière? » Monsieur Cribben hésita, puis jeta un coup d'œil au petit registre sous le comptoir. « Rien de récent, dit-il. Il prenait des comprimés pour la tension artérielle, bien sûr, mais il les faisait livrer par Marquette Cleave. Il est venu le mois dernier pour demander des somnifères. Oh, quelque chose de léger. Il a dit qu'il avait du mal à dormir. Je lui ai proposé un mélange de plantes. Il a refusé. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Intéressant. Merci, Monsieur Cribben. » En ressortant, ses pensées s'éclaircirent. Un homme qui se vantait d'être fort avant tout un soldat, un homme discipliné s'informant sur les somnifères. Et peu après, recevant une lettre qu'il brûla en privé. Un homme tourmenté par quelque chose, pas habitué à la peur, mais montrant assurément des signes de fatigue. Elle s'engagea dans une ruelle étroite en direction de la lisière du village, vers la modeste maison en briques où vivait désormais Elspeth Waring, seule. Elspeth of Wreatlaw Port, le regard fatigue. On aurait dit qu'elle n'avait pas fermé l'œil depuis l'après-midi de la mort du colonel. « Mademoiselle Marple, dit-elle en s'écartant, je me demandais quand vous viendriez. » Les deux femmes étaient assises dans le salon, les rideaux tirés et le soleil s'étendant sur le tapis, comme du miel paresseux. « J'espère que vous accepterez de répondre à quelques questions, » dit doucement Miss Marple. « On dit que j'ai la fâcheuse habitude de fouiner. »« Les lèvres dit Elspeth Tressler. C'est un euphémisme généreux. Vous avez déposé une couronne sur la tombe du colonel ce matin. »« Non, » dit-elle, surprise. « Je ne suis pas encore allée au cimetière aujourd'hui. »« Ah !» Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement. Alors peut-être que quelqu'un d'autre a ressenti le besoin de pardon. Elspeth détourna le regard. « Ton frère tenait-il un journal? »« En quelque sorte. Un journal de terrain, surtout. Il y prenait des notes tous les jours. Observation d'oiseaux, irritation sociale, ce qui l'avait contrarié ce matin-là. Où est-il maintenant? » Elspeth hésita. La police l'a pris. Je pense que l'inspecteur Arkwright espérait qu'il pourrait contenir des indices. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. A-t-il jamais mentionné une personne nommée R. ou quelqu'un qui aurait pu le menacer? L'expression d'Elspeth s'assombrit. Il y a eu quelqu'un. Il y a des années. Il n'en a jamais parlé directement. Mais j'ai vu les lettres, quelqu'un de l'époque où il était militaire, je crois. Un collègue officier. Il y a eu une dispute. Une sale histoire. Une accusation de malhonnêteté lors d'une mission d'approvisionnement. Geoffrey a été blanchi, bien sûr, mais j'ai toujours pensé que cela le hantait. Miss Marple hocha la tête. Et pourtant, il restait fier. Assez fier pour ne jamais admettre ses torts. Ni sa pire. Oui. Elspeth se leva et se dirigea vers la bibliothèque, dont elle sortit un mince volume relié en cuir. C'est un élément que la police a négligé. Un deuxième journal, plus intime. Elle le tendit à Miss Marple, qui l'ouvrit avec précaution. Les inscriptions étaient rares et écrites d'une écriture serrée et anguleuse. L'une d'elles, datant de la semaine précédant sa mort, disait simplement « Il sait. Il est revenu. Et il veille. » Miss Marple ferma le livre d'un ton calme et définitif. « Je vois. » Cet après-midi-là, l'inspecteur Arkwright convoqua une réunion informelle dans la salle du presbytère, officiellement pour remercier ceux qui avaient proposé leur témoignage et leur aide. En réalité, il s'agissait d'observer, d'écouter. Miss Marple était présente, tricotant sans relâche au dernier rang, inaperçue de beaucoup, invisible de personne.
Simon Crisp se tenait près de la table des rafraîchissements, discutant à voix basse avec Lionel Saint-Georges. Philippa Langton était assise, les bras croisés, le regard perdu dans le vide. Alice restait silencieuse à côté de Simon, les mains tordant un mouchoir en dentelle. « J'ai toujours dit, » disait Madame Green, la logeuse, à qui voulait l'entendre, que les ennuis couvent dans les endroits tranquilles. Si on garde les choses en réserve assez longtemps, il y a toujours quelqu'un qui explose. Le poison expliquerait la soudaineté, proposa M. Digby en sirotant une tasse de thé tiède. Mais on dit qu'on n'a rien trouvé. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait rien là, répondit la femme du vicaire. L'inspecteur Arkwright s'avança. Nous apprécions votre coopération. La cause du décès du colonel reste incertaine, hormis une insuffisance cardiaque, mais nous poursuivons l'enquête. Si quelqu'un se souvient de quelque chose d'inhabituel, n'importe quoi, n'hésitez pas à nous contacter. Alors que la réunion se terminait, Miss Marple se leva doucement et se dirigea vers la table où Alice avait laissé tomber son mouchoir. Elle se pencha pour le récupérer et s'arrêta. Là, sur le bord, il y avait une légère trace jaune, un résidu poudreux, à peine visible, mais familier. Pollen. Du Cities. Les yeux de Miss Marple se levèrent lentement vers la silhouette d'Alice qui s'éloignait, le bras passé autour de celui de Simon. Le Cities sous lequel le colonel avait pris son thé. Elle glissa le mouchoir dans sa poche et quitta la salle sans un mot. Il était temps de parler avec le jardinier. Miss Marple avait toujours cru que les jardins recelaient bien plus que des fleurs. Ils recelaient des murmures de comportement humain, des indices enfouis sous les rosiers, et parfois, juste parfois, le résidu d'une terrible vérité. En cette fin d'après-midi, tandis que le soleil filtrait doucement à travers les nuages, elle portait une question et un mouchoir. Le jardinier, Harold Thibin, était exactement là où elle s'attendait à le trouver, à genoux près du poirier en espalier, arrachant les mauvaises herbes du sol avec une fourche recourbée et marmonnant. C'était un homme corpulent, aux mains épaisses, bruni par le soleil et la terre, et dont le tempérament était davantage façonné par les saisons que par les convenances sociales. « Bonjour, monsieur Thibin, » dit Miss Marple d'un ton enjoué. Il leva les yeux en plissant les yeux. « Oh! Bon après-midi, Miss Marple. Le temps est redevenu clément. »« Oui, » répondit-elle. « La nature a le don d'adoucir les choses, même quand elle laisse les gens un peu déstabilisés. » Il grogna. Miss Marple s'agenouilla à côté de lui, pas facilement, mais avec une grâce déterminée, et lui tendit le mouchoir en dentelle, sa légère trace de pollen dorée encore visible le long d'un bord plié. « Tu ne reconnaîtrais pas cette poussière, par hasard. » Harold l'examina. « C'est du pollen de Cities, bien sûr. » Elle hocha la tête avec satisfaction. « Je m'en doutais. Vous en avez un près du pavillon, n'est-ce pas? Un gros arbre. Il doit avoir 50 ans. Cet arbre perd ses pétales comme s'il dévoilait des secrets. Il est partout à cette époque de l'année. » En effet. Elle marqua une pause. « Dites-moi, a-t-on taillé ou modifié quelque chose près de l'arbre avant le thé du jardin? » Harold se redressa lentement. « Je l'ai taillé la semaine précédente. Légèrement. Le colonel ne voulait pas qu'il soit trop taillé. Il disait que les oiseaux aimaient l'ombre qu'il projetait. Mais j'ai balayé le sol le matin même, comme toujours. Il ne fallait pas que quelqu'un glisse sur des pétales tombés avec des sandwichs aux concombres à la main. Et avez-vous remarqué quelqu'un qui traînait autour de l'arbre juste avant le début du thé? » Il fronça les sourcils. « Mademoiselle Fortescue, puisque vous le dites. » Elle est sortie tôt. Elle a dit qu'elle cherchait un coin tranquille pour lire. Elle avait enlevé ses gants et jouait avec quelque chose dans son sac à main. Je n'y ai pas prêté attention. Est-ce qu'elle avait l'air nerveuse? Harold hésita. Pas nerveux. Déterminé, peut-être. Comme quelqu'un qui joue un rôle pour lequel il n'est pas né. Miss Marple se leva et épousta la terre de sa jupe. « Merci, monsieur Thibin. Vous m'avez été d'une grande aide. » En retraversant les jardins désormais silencieux, elle s'accorda un instant de réflexion. Le colonel était mort assis sous cet arbre.
sa tasse de thé intacte, ses jumelles cassées. Et Alice Fortescue, dont les gants portaient la trace d'un Cities, avait été la dernière à s'approcher de ce coin de pelouse avant le début du rassemblement. Mais le Cities, bien que toxique en grande quantité, n'était pas un poison facile à administrer ni mortel au simple contact. Non, Miss Marple soupçonnait quelque chose de plus subtil. Quelque chose qui utilisait le Cities non pas comme poison, mais comme distraction. De retour au village, le facteur apporta une lettre à la porte de Philippa Langton, portant son nom en lettres cursives. Elle l'ouvrit aussitôt, ses doigts pâles tremblant légèrement. À l'intérieur se trouvait une simple feuille. Tu as dit un jour que le pardon était une force. Tu avais tort. Je n'ai jamais oublié ce qu'il t'a fait, et je ne l'oublierai jamais. Pas de signature. Pas d'adresse de retour. Elle plia la lettre et s'assit lourdement. 1 heure plus tard, elle apparut sur le pas de la porte de Miss Marple. « Je ne savais pas où aller, dit-elle sans préambule. C'est arrivé aujourd'hui. » Miss Marple lut la lettre en silence, puis leva les yeux. « Vous croyez que c'est une réponse à la mort du colonel? » Philippa hocha la tête. « C'est sûr. Quelqu'un pense que je voulais sa mort. » Miss Marple lui offrit un siège et lui servit du thé sans demander. « Vous et le colonel Waring, dit-elle doucement. Que s'est-il vraiment passé? » Philippa détourna le regard. Les larmes s'accumulant sans colère. J'étais jeune, naïve, il était charmant, d'une certaine manière, et j'étais flatté. Nous avons été brièvement fiancés, mais je n'en ai parlé à personne. Il a rompu cruellement lorsqu'il a soupçonné que j'hériterais moins que prévu. Il a dit que j'étais indigne de lui. Tu ne l'as jamais dit à personne? Non, même pas mon mari. J'avais honte. Le visage de Miss Marple restait aimable, mais ses pensées s'organisaient déjà comme des pièces de puzzle numérotées. Y avait-il quelqu'un d'autre qui le savait? Philippa hésita. Une seule personne. Elspeth. Elle a trouvé une lettre qu'il m'avait écrite. Elle n'a rien dit, mais je voyais bien qu'elle savait. Miss Marple hocha lentement la tête. Plus tard dans la journée, alors que le crépuscule tombait et que le village s'enveloppait de sa douce routine du soir, Miss Marple fit une promenade tranquille vers le presbytère. La femme du pasteur l'avait invitée à déguster un gâteau au gingembre, et si cela était plutôt agréable, Miss Marple avait une autre raison de venir. Elle se retrouva assise près de la cheminée, se réchauffant les mains, tandis que la femme du pasteur bavardait doucement sur les lys et le choix des cantiques. Mais lorsque le pasteur les rejoignit, Miss Marple se pencha en avant. Je me demandais, révérend, si vous pouviez me raconter un souvenir. Le matin du thé au jardin, avez-vous vu mademoiselle Fortescue s'approcher de la table avant les autres? Il parut légèrement surpris. Oui, assez tôt. Elle déposait les marque-places. Elle s'était portée volontaire, tu sais. Miss Marple cligna des yeux. Des marque-places? Oh oui, dit-il. Pas exactement des noms, juste de charmants petits croquis d'oiseaux qu'elle avait faits. Des roitelets pour les dames, des chardonnerets pour les messieurs. Elle s'est assise, très immobile. Plus tard, dans son cottage, Miss Marple récupéra son carnet et commença à écrire, ligne par ligne, un siège du colonel Waring. Sous le Cities, auquel est attribuée une carte de chardonneret. 2. Miss Fortescue présente eau, gants enlevés, résidus de pollen. 3. Jumelles cassées, peut-être une chute simulée. 4. Tasse intacte, mais était-ce la sienne? 5. Cicatrices sur le poignet, auto-infligées ou résultat d'une altercation antérieure. 6. Entrée de journal, il sait. Il est revenu. Et il observe. 7. Couronne sans étiquette, pardonnez. 8. Lettre à Philippa, de quelqu'un qui était au courant des fiançailles. Elle a tracé un trait fin sous la dernière note et en a ajouté une autre. À qui profite la mort du colonel? Le lendemain matin, elle retourna à Bracondale Hall et demanda à revoir le bureau. Elspeth, bien que pâle et tremblante, accepta. À l'intérieur, Miss Marple déambulait lentement, caressant d'un doigt ganté le bord du bureau, les étagères, le meuble bas près de la fenêtre. Elspeth insista,
Rien n'avait été touché. La police n'avait emporté que le journal et quelques documents épars. Mais Miss Marple marqua alors une pause. Près de la fenêtre se trouvait un petit oiseau en bois sculpté dans du noyer. Elle le souleva délicatement et le retourna. Sous le socle, à peine visible, se trouvait un morceau de papier plié, coincé dans un creux. Elle l'a extrait. L'écriture était familière. On pouvait y lire. Si vous dites un seul mot à l'inspecteur, vous le regretterez. Certaines vérités sont mieux enterrées. D'autres vous enterreront. Il n'y avait pas de signature. Mais ce n'était pas nécessaire. Quelqu'un commençait à désespérer. Et les gens désespérés ont fait des erreurs. Miss Marple remit l'oiseau en place et se tourna vers Elspeth avec un sourire calme. « Elspeth, ma chère, dit-elle, cela te dérangerait-il si j'invitais quelques personnes à prendre le thé demain? Juste une petite réunion tranquille. Je pense vraiment qu'il est temps de poser les bonnes questions, en bonne compagnie. » Le lendemain était frais et vif, un de ces après-midi de début d'été où l'air était chargé d'une légère odeur d'herbe coupée et de menthe sauvage. L'invitation de Miss Marple à prendre le thé, lancée avec sa grâce discrète habituelle, n'avait surpris personne. Elle recevait souvent de petites réunions, et son salon, avec son papier peint à motif de rose et son assortiment de meubles usés, mais soigneusement entretenus, servait depuis longtemps de décor aux politesses mondaines comme aux révélations discrètes. À 3 heures précises, ses invités commencèrent à arriver. D'abord, Philippa Langton, vêtue de gris et inhabituellement pâle sous son chapeau, accueillit Miss Marple d'un mince sourire et s'installa dans le fauteuil le plus proche de la fenêtre. Alice Fortescue entra ensuite avec hésitation, ses mains gantées serrant un petit bouquet de marguerites de son jardin. Elle le tendit sans un mot à Miss Marple, qu'il accepta avec de chaleureux remerciements avant de lui faire signe d'entrer. Simon Crisp le suivit peu après, légèrement rouge et parlant trop vite de l'activité du cabinet ce matin-là. Son regard passa d'Alice à Philippa avec la nervosité d'un homme pris entre deux silences. Lionel Saint-Georges arriva le dernier, avec un retard élégant, et une révérence ironique qui ne masquait pas vraiment sa curiosité. Il prit le siège le plus éloigné des autres et commença à examiner les étagères de Miss Marple avec un léger détachement. Miss Marple elle-même se déplaçait dans la pièce avec une autorité douce, servant du thé, proposant des sandwichs aux concombres et présentant des petits gâteaux aux graines avec une fierté discrète. C'était une réunion d'une retenue polie, mais sous la surface se cachait la tension évidente des questions sans réponse. « Quel bonheur, dit-elle en posant la théière, de voir tout le monde réuni. J'apprécie ces moments, pas vous ?» Philippa émit un léger murmure. Alice sourit faiblement. Simon hocha simplement la tête. « Je trouve, poursuivit Miss Marple, que les conversations sont plus sincères autour d'une tasse de thé. Ce rituel a quelque chose de spécial. Vous ne trouvez pas? Il encourage les gens à s'exprimer avec leur cœur. » Elle leva les yeux vers Simon. « Où en sont vos recherches, Dr. Crisp? Vous prévoyez toujours de publier cet article sur les réseaux neuronaux aviaires? » Simon cligna des yeux. « Oui. Mais avec tout ce qui se passe ces derniers temps, j'ai eu moins de temps pour écrire. Et la subvention du colonel Waring? Elle a dû être très utile. Unmuscled essay Macquarie SE Contracta. Ce n'était jamais finalisé. Il avait dit qu'il financerait le projet, mais je n'avais encore rien reçu. » Miss Marple SE tourna vers Alice. « Et comment as-tu dormi, ma chère? Ces événements récents peuvent être très éprouvants pour les nerfs. » Alice parut surprise par la question. « Je vais bien, merci. Je vous le demande parce que j'ai remarqué que vous aviez laissé tomber votre mouchoir à la salle des fêtes. Je l'ai rendu à M. Thibin, car il y avait un peu de pollen de cytis dessus. Vous deviez être près du pavillon avant le début du thé? » Alice S.E. rated. « Oui, j'ai posé les marque-places. Je voulais que tout soit parfait. Ah oui, les croquis d'oiseaux. Une touche charmante. » Simon se tortilla, mal à l'aise. « Tout cela a-t-il un sens, Miss Marple? » « Oh, toujours, dit-elle doucement. Voyez-vous,
J'ai repensé à la façon dont le colonel était assis sous le Cities, ses jumelles à côté de lui, et à la façon dont il s'est effondré si soudainement. À la tasse de thé qu'il n'a jamais touchée et à la lettre qu'il a brûlée. À son état d'esprit perturbé, et aux détails très curieux des marque-places. Tout le monde était maintenant silencieux, leur tasse oubliée. Je me demande, poursuivit-elle, si quelqu'un avait voulu que le colonel s'assoie exactement là où il était. Voyez-vous, les marque-places suggèrent une intention. Assigner des personnes à des places précises, eh bien, cela pourrait être très utile si on avait préparé quelque chose à l'avance. Le visage d'Alice était devenu pâle. Lionel Saint-Georges se pencha légèrement en avant. Suggérez-vous que la mort était préméditée? Il saugrait. Dit Miss Marple calmement, que quelqu'un a créé l'illusion d'une mort naturelle, une mort qui passerait inaperçue. Mais plus je l'observais, moins elle me semblait naturelle. Philippa S.C. Leverbrustment. Jane, c'est de la folie. Vraiment? Le ton de Miss Marple resta inchangé. Le colonel Waring avait des ennemis. Il était arrogant, impitoyable et blessait les gens. Il brisait des cœurs, ruinait des réputations et usait de son influence pour contrôler les autres. Mais quelqu'un craignait d'être exposé, craignait une vérité que le colonel aurait pu révéler. Elle tourna les yeux vers Simon. « Docteur Crisp, vous aviez un mobile. Le colonel menaçait d'annuler la subvention promise après avoir découvert des irrégularités dans la demande de financement de votre clinique. »« Ce n'est pas vrai, » dit Simon sèchement. « N'est-ce pas? Le colonel a pris des notes. Il se préparait à vous affronter, peut-être même publiquement. » Simon jeta un coup d'œil à Alice, qui semblait bouleversée. « Mais il n'en a jamais eu l'occasion, » poursuivit Miss Marple. « Parce que quelqu'un a vu une opportunité. Un goûter, un jardin, un Cities en fleurs. » Lionel se rassit, le visage pensif. « Mais aucun poison n'a été trouvé. »« En effet, » dit Miss Marple. C'est ce qui rendait la chose astucieuse. La tasse de thé était intacte. Le cognac dans sa flasque, en revanche, avait une légère trace florale, une hypothèse qui aurait facilement pu être ignorée si ce n'était la fleur de Cities à proximité. Mais le véritable indice ne résidait pas dans ce qu'il buvait. C'était dans ce qu'il inhalait. Philippa cligna des yeux. « Inhale, les graines de Cities sont toxiques, » dit mademoiselle Marple. Mais le pollen, une fois séché et brûlé, produit des vapeurs qui affectent le système nerveux. Pas assez pour tuer la plupart des gens, mais chez une personne souffrant de problèmes cardiaques et en cas de stress ou de choc. Simon Pallet. Et quelqu'un, dit-elle doucement, a brûlé quelque chose juste avant l'arrivée des invités. Monsieur Thibin a trouvé des cendres sous le banc du pavillon. Un petit brasero probablement caché dans une jardinière utilisée pour réchauffer un mélange d'herbes. Ou des gousses de Cities. Voyez-vous, ce n'est pas seulement que le colonel s'est effondré. C'est qu'il s'est effondré juste là, au seul endroit où ses vapeurs pouvaient l'atteindre. Elle se tourna vers Alice. « Savais-tu, ma chère, ce que Simon préparait ?» Alice ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. La voix de Miss Marple resta douce. « C'est bien toi, n'est-ce pas? Tu as posé la carte. Tu es resté seul près du pavillon. Tu as aidé à préparer les marque-places pour qu'ils s'assoient exactement. Tu voulais peut-être seulement l'effrayer. Mais c'est Simon qui a fourni les moyens. » Simon s'éleva, furioux. « Tu n'as aucune preuve. »« Non, » dit Miss Marple. « Mais je comprends. La nature humaine, la peur et la culpabilité. » Elle brandit la lettre que Philippa avait reçue. Quelqu'un d'autre a reçu une lettre aussi. Un avertissement. Et quelqu'un a brûlé cet avertissement. Mais pas avant de l'avoir lu. Le colonel savait qu'il était surveillé. Il ignorait simplement jusqu'où quelqu'un irait. Le silence était absolu. Puis Lionel Saint-Georges a mis fin à sa phrase en soupirant. Eh bien, c'était fascinant. Miss Marple le regarda avec bienveillance. « Tu le savais, n'est-ce pas? »« Je m'en doutais, » dit-il. « J'en ai vu suffisamment sur le terrain pour reconnaître un comportement calculé. Mais vous avez démontré votre point de vue. » Simon semblait sur le point de parler,
mais au lieu de cela, il se laissa retomber sur sa chaise, les mains tremblantes. Alice murmura. Il a dit que ça ne lui ferait pas de mal. Juste que ça le rendrait malade. Une leçon. Miss Marple hocha la tête, les yeux remplis d'une tristesse silencieuse. Mais ça lui a fait mal, ma chère. Et maintenant, vous devez tous les deux vivre avec ce que vous avez fait. Dehors, le vent agitait les haies. À l'intérieur, Miss Marple attrapa la théière et se versa une autre tasse. Bon, alors, dit-elle, peut-être que nous pourrions tous avoir besoin d'un peu plus de thé. L'atmosphère du salon de Miss Marple persistait comme une brume après un orage d'été, immobile, pesante, chargée des échos de propos non encore pleinement exprimés. Personne ne chercha à reprendre du thé. Les sandwichs restèrent intacts. Et pourtant, le léger tintement de la porcelaine et le tic-tac de l'horloge semblaient plus prononcés que jamais, comme si la pièce elle-même comprenait qu'une limite avait été franchie. Simon Crisp était assis, voûté, les mains jointes devant lui, le regard fixé au sol comme s'il risquait d'effacer la vérité qui venait d'émerger. Alice, pâle et les yeux écarquillés, semblait au bord des larmes. Ses lèvres s'entr'ouvraient de temps à autre, comme si elle voulait parler, expliquer, justifier, mais chaque fois les mots se retiraient, craignant de refaire surface. Philippa Langton, assise raide près de la fenêtre, ne les regardait ni l'un ni l'autre. Son expression était indéchiffrable, sculptée dans un masque de dignité et de calme, bien que ses jointures soient blanches là où elles agrippaient les accoudoirs de son fauteuil. Lionel Saint-Georges, toujours observateur et étranger, s'adossa à son siège, les bras croisés, l'air plus curieux que scandalisé. Pour lui, c'était une énigme presque résolue, une histoire qui s'était déroulée avec une précision quasi théâtrale. Et au centre de tout cela, calme comme toujours, était assise Miss Marple, tricotant lentement, les yeux baissés, le ton doux. « Je trouve, dit-elle sans lever les yeux, qu'en matière de morale, les gens se trompent souvent plus qu'ils ne trompent les autres. Ils se disent que le mal est justifié, que l'injure est méritée et que les conséquences seront gérables. Mais la vérité est toujours plus tenace qu'on ne le pense. » Simon laissa échapper un soupir amer. Il a ruiné des vies. Miss Marple lui jeta alors un coup d'œil, toujours d'un ton doux. Oui, le colonel Waring n'était pas un homme bienveillant. Il portait son autorité avec acharnement et blessait ceux qui étaient sous son autorité. Mais un meurtre, Dr. Crisp, n'est pas une correction. C'est un acte définitif et irréversible. Je n'avais pas prévu ça comme ça, murmura Simon. C'était pour le rendre malade. J'avais lu des articles sur les neurotoxines végétales. Les vapeurs de cities peuvent provoquer des nausées et une désorientation. Je pensais que ça l'effrayerait, que ça ébranlerait sa confiance. Je voulais qu'il arrête, qu'il laisse mes recherches tranquilles. Vous vouliez qu'il soit humilié, dit Miss Marple, sans jugement. Simon ne l'a pas nié. Alice a finalement retrouvé sa voix. Je ne savais pas ce qu'il préparait. Pas au début. J'ai posé les marque-places. Je pensais que c'était inoffensif. Je voulais que Simon réussisse. Miss Marple lui lança un regard doux et compatissant. Mais le mal ne s'arrête jamais aux limites que nous traçons. Une fois qu'un chemin est tracé, il porte plus que nos intentions. Le silence retomba, et ce fut Lionel qui le rompit, sa voix aussi nette que son col en lin. Et maintenant, tu vas aller voir la police? Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle regarda Philippa, qui n'avait toujours pas parlé. Philippa, dit-elle doucement, tu as reçu une lettre. Une lettre qui te blâmait. Mais elle n'avait pas pour but de t'effrayer, c'était un cri de douleur déplacé. Quelqu'un connaissait ton passé avec le colonel. Quelqu'un craignait que tu y sois pour quelque chose. Philippa ferma les yeux, l'espace d'un instant. Je me demandais, dit-elle doucement. Je me demandais si quelqu'un pourrait penser que je le détestais suffisamment. Et vous? Demanda Miss Marple. Les yeux de Philippa s'ouvrirent à nouveau. Oui, pendant un temps. Il m'a humilié, et je l'ai laissé faire. Mais les années passent. Les gens s'adoucissent, ou s'endurcissent à certains moments. Miss Marple hocha lentement la tête.
Nous sommes tous façonnés par nos survies. Simon S. E. Leverbrustment. J'y vais, dit-il d'une voix rauque. Je vais parler à Arkwright. Je n'entraînerai pas Alice avec moi. Miss Marple leva la main. L'inspecteur Arkwright soupçonne déjà quelque chose. Mais je doute qu'il agisse sans preuves supplémentaires. Il y a peu de preuves concrètes pour vous lier à une accusation de meurtre, surtout compte tenu de l'absence de poison dans l'autopsie. Il ne dispose que de conjectures, d'impressions indirects. Mais toi, Kameka Simon, je ne suis pas la loi, dit Miss Marple. Je ne suis pas non plus la justice. Mais je connais les gens, et je reconnais le remords quand j'en vois un. Elle mit son tricot de côté et croisa doucement ses mains sur ses genoux. Simon, si tu es sage, tu renonceras à tes ambitions. Tu quitteras Saint-Aldelme et trouveras une manière honnête d'exploiter tes dons. Alice, tu dois décider si l'homme que tu aimes est encore quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Et Philippa, tu dois te pardonner ce qui n'a jamais existé. Personne ne parlait. Même Lionel était silencieux, son ironie habituelle désarmée par la force tranquille des paroles de Miss Marple. Je crois, poursuivit-elle, que l'inspecteur Arkwright parviendra à une conclusion qui serve la loi. Mais la question la plus difficile, qu'est-ce qui sert la conscience, est une question à laquelle chacun de vous doit répondre seul. Il n'y avait pas de drame, pas de déclaration, seulement le poids changeant des conséquences qui s'installaient dans la pièce. Les invités sont partis un par un. Lionel Saint-Georges fut le premier à partir, inclinant son chapeau avec un léger signe de tête qui aurait pu être un signe de respect. « Eh bien, Miss Marple, dit-il à la porte, vous ferez une meilleure détective que la moitié du yard. »« Moi aussi, je fais un meilleur thé, » répondit-elle avec un clin d'œil. Philippa resta un moment de plus, les yeux emplis de silence. « Merci, » dit-elle simplement, avant de s'éloigner dans la douce pénombre. Simon et Alice partirent ensemble, sans rien dire, leurs mains ne se touchant pas vraiment lorsqu'ils franchirent la porte. Miss Marple resta un long moment à sa fenêtre, regardant la rue reprendre son rythme paisible. Des enfants passaient avec leurs cartables. Un chien aboyait. Une sonnette de vélo résonnait au loin. Plus tard dans la soirée, alors que la lumière commençait à faiblir, l'inspecteur Arkwright est venu rendre visite. « J'ai entendu dire que vous organisiez un thé, » dit-il sans préambule. « Je le fais souvent, » répondit Miss Marple. « C'est drôle de voir comme le village s'est calmé après. » Miss Marple lui offrit une chaise. « On dit ce qu'il faut dire quand on se sent suffisamment en sécurité pour le faire. Et l'ont-ils fait ?» Miss Marple lui versa une tasse de thé. Peut-être pas à voix haute. Mais les mots ont de multiples formes. Arkwright accepta la coupe. « Tu as toujours l'air d'en savoir plus que tu ne le dis. » Miss Marple lui adressa un léger sourire. « Je remarque simplement ce que les autres préfèrent ne pas voir. Les gens se révèlent quand ils pensent que personne ne les regarde. » Il sirota son thé pensivement. « Dois-je rouvrir l'enquête ? » Cela, dit-elle doucement, dépend si vous croyez que la justice est toujours mieux servie par la punition. Il l'étudia un moment, puis posa sa tasse. « Je suppose, dit-il, qu'il existe plus d'un type de justice dans un endroit comme Saint-Aldelme. » Miss Marple ne dit rien. Lorsqu'il partit, la pièce reprit son silence habituel. Elle se remit à tricoter, le cliquetis rythmique des aiguilles apaisant le crépuscule qui s'épaississait. Et au-delà de sa fenêtre, le village exhalait. La tempête, pour l'instant, était passée. Les jours qui suivirent se déroulèrent dans un calme trompeur. Le village de Saint-Aldelme, toujours prompt à réintégrer l'extraordinaire dans le quotidien, retrouva son rythme habituel. Le salon de thé rouvrit ses portes avec des pâtisseries fraîches. Les cloches de l'église sonnèrent à intervalles réguliers. Le courrier du matin reprit son léger bruit sourd sur les pas des portes, et les gens parlèrent à nouveau de la météo comme si aucun scandale n'avait jamais effleuré leur vie. Mais dans le fond, quelque chose avait changé. Les conversations étaient désormais calmes, le ton était plus mesuré. Conscient que quelque chose s'était produit, quelque chose de troublant et d'irrésolu,
Les villageois poursuivaient leurs efforts avec la retenue née d'un accord collectif de ne pas trop insister. Miss Marple, cependant, restait vigilante. Elle connaissait la nature de la culpabilité. Elle ne restait pas immobile. Elle s'envenimait. Et le plus souvent, elle se révélait par de petits signes, presque imperceptibles. Un regard trop vite détourné. Une hésitation dans la parole. Une main qui tremblait un peu plus qu'avant. Simon Crisp et Alice Fortescue n'avaient pas encore quitté le village. Cela, en soi, était révélateur. Miss Marple les observait de loin. Leurs promenades étaient plus fréquentes, leurs conversations plus feutrées. Alice affichait souvent une expression distante, comme si elle était la seule à entendre quelque chose qu'elle pouvait entendre. C'est un jeudi matin calme que Miss Marple décida que le moment était venu d'observer ce qu'elle ne pouvait pas encore déduire. Elle se rendit au modeste cabinet du docteur Crisp sous prétexte d'une vieille douleur au poignet, une affection qu'elle savait mimer au besoin. Simon la reçut avec un professionnalisme courtois, même si son visage trahissait la lassitude de quelqu'un luttant contre le sommeil et la conscience. « Vous tricotez toujours, Miss Marple ?» demanda-t-il en examinant sa main. « Oui, dit-elle gentiment. Ça aide à garder l'esprit actif. Et les doigts? Bien sûr. Le rythme a quelque chose de plutôt réconfortant, tu ne trouves pas ?» Il hocha la tête distraitement. Tandis qu'il se retournait pour récupérer un bandage, elle examina le bureau. Il était propre, sans être trop soigné. Le genre d'ordre qui suggérait un homme s'accrochant au contrôle. Mais sur son bureau se trouvait quelque chose d'inattendu. Un nouveau livre, à la tranche à peine froissée, intitulé « Éthique en médecine expérimentale ». Une lecture légère, demanda-t-elle, sa voix aussi décontractée que la pluie de printemps. Il y jeta un coup d'œil. Alice l'a acheté. Un petit rappel, je suppose. Elle est très silencieuse ces derniers temps, observa Miss Marple. La culpabilité rend souvent les gens plus silencieux que la colère. Simon la regarda fixement. Je me demande, poursuivit-elle, si vous pourriez satisfaire la curiosité d'une vieille dame. Était-ce vraiment votre idée dès le départ? Le Cities, je veux dire. Ou est-ce quelqu'un d'autre qui a semé la graine? En quelque sorte? Le visage de Simon se ferma. Je pense, dit-il prudemment, que parfois, on suggère des choses sans les dire. Et parfois, on agit selon ce que l'on pense que les autres veulent. Ah, dit doucement Miss Marple. Oui, ça peut être dangereux. Il finit de lui bander le poignet, peut-être un peu trop serré. Elle ne dit rien, se contentant de lui adresser un sourire aimable en partant. Dehors, le soleil réchauffait les trottoirs. La lumière scintillait à travers les feuilles des ormes et projetait des ombres tachetées sur la route tandis qu'elle se dirigeait non pas vers son cottage, mais vers Bracondale Hall. Elspeth Waring l'accueillit à la porte avec une expression fatiguée et un léger parfum de lavande traînant derrière elle. « Mademoiselle Marple, dit-elle, vous avez eu plus de visiteurs la semaine dernière que le vicaire le dimanche de Pâques. » Miss Marple sourit. « Oh, j'essaie d'être sociable. » Ils étaient assis dans le salon, cette même pièce où la présence imposante du colonel Waring s'était autrefois imposée. Elle semblait plus petite maintenant, comme si, sans lui, la maison elle-même avait expiré. « Elspeth, dit Miss Marple, puis-je te demander quelque chose de direct? »« Je m'attends à ce que tu le fasses quoi qu'il en soit, » répondit Elspeth avec ironie. « Votre frère a-t-il conservé des copies de sa correspondance? » Elspeth cligna des yeux. Oui, il était méticuleux. Une vieille habitude militaire. Il conservait des copies carbone de chaque lettre importante dans une boîte verrouillée de son bureau. Mais la police n'a pas trouvé la clé. Miss Marple hocha la tête. Et si quelqu'un voulait s'assurer que ces lettres ne soient pas vues, il pourrait les retirer et les détruire avant l'arrivée de la police. Le regard d'Elspeth devint perçant. Tu crois que quelqu'un est revenu? Peut-être. Ou jamais. Et peut-être reste-t-il un test à faire. Miss Marple quitta la salle résolument et ne s'arrêta qu'au beurre des tistles. Le pub était calme à cette heure-là, la serveuse rangeant les bouteilles et fredonnant. « Bonjour, dit Miss Marple. Je me demandais si vous aviez vu Monsieur Saint-Georges aujourd'hui. »
La serveuse hocha la tête. Il est allé et venu. Il a dit qu'il allait faire une dernière promenade ornithologique. Du côté de la carrière, je crois. Merci, dit Miss Marple, et elle se retourna sans tarder. Le chemin menant à la carrière était escarpé et ombragé, bordé de fougères et d'ajoncs. Un sentier étroit serpentait entre les arbres et débouchait sur une corniche rocheuse offrant une vue imprenable sur la campagne en contrebas. Miss Marple marchait d'un pas assuré, respirant avec précaution, jusqu'à ce qu'elle l'aperçoive. Lionel Saint-Georges se tenait au bord de l'affleurement, ses jumelles baissées, les yeux scrutant les collines. « Bel endroit », dit-elle en annonçant doucement sa présence. Il se retourna, toujours aussi calme. « Miss Marple, je suis impressionné. »« J'ai toujours eu un faible pour les cresserelles, » répondit-elle. Elles planent si patiemment avant de s'abattre. Un peu comme toi, j'imagine. Il sourit, mais ne dit rien. Vous n'êtes jamais venu pour écrire un livre, poursuivit Miss Marple. Vous êtes venu parce que vous aviez entendu quelque chose sur le colonel et son passé. Vous vouliez savoir si c'était vrai. Peut-être même que vous vouliez vous venger. Il la regarda dans les yeux. C'est ta théorie? Non, dit-elle. C'est ce que j'ai observé. Vous êtes arrivé des mois avant le thé. Vous avez rejoint la société d'ornithologie. Vous vous êtes inséré avec précaution. Vous avez observé. Vous avez attendu. Et quand le colonel Waring est mort, vous êtes resté, non pas sous le choc, mais par calcul, pour voir qui avait fait ce que vous aviez seulement envisagé. Elle pencha la tête. Et pourquoi cela vous intéresserait-il maintenant? Parce que tu es toujours là, dit Miss Marple. Et parce que j'ai trouvé ça? Elle lui tendit un petit bout de papier, copié de celui qu'elle avait découvert caché sous l'oiseau en bois dans le bureau du colonel. Tu l'as écrit, n'est-ce pas? Il le regarda, puis la regarda à nouveau. Je l'ai fait, dit-il, mais je ne l'ai pas tué. Je sais, répondit Miss Marple, mais vous l'avez effrayé, et cette peur l'a rendu plus vulnérable. Vous ne l'avez pas tué, monsieur Saint-Georges, mais vous étiez l'ombre qui l'a poussé à bout. Il n'a rien dit. Quoi qu'il ait pu faire à toi et à ta famille, dit-elle doucement, tu as eu tes comptes. Maintenant, va-t'en, discreetment, avant que quelqu'un de moins compréhensif ne s'en aperçoive. Il la regarda un long moment, puis hocha la tête. Alors qu'il disparaissait sur le chemin, Miss Marple se retourna vers le village, le vent tirant doucement sur son châle. Elle savait maintenant que toutes les pièces étaient en place. Il ne restait plus qu'une scène avant que tout ne prenne sa forme finale et inévitable. Le dimanche arriva dans un calme étrange. Le soleil se leva derrière un voile de brume légère, projetant une lumière pâle sur Saint-Aldelme, comme s'il hésitait à troubler le silence. Les oiseaux chantaient dans les haies avec une joie sereine, inconscients ou peut-être indifférents de la tension qui s'enroulait encore comme du lierre autour des racines du village. Sur la place, des fidèles, coiffés de chapeaux et de manteaux du dimanche, marchaient lentement au son des cloches, le rythme des hymnes familiers résonnant à travers les murs de pierre. Mais derrière les sourires polis et les salutations murmurées, un malaise persistait. Les murmures avaient recommencé bas, spéculatifs et incertains. Comme si les villageois savaient que l'histoire n'était pas terminée, que quelque chose restait non dit, juste en dehors de leur champ de compréhension. Miss Marple n'assista pas à la messe du matin. Elle resta assise dans son salon, son tricot posé sur ses genoux, les yeux rivés sur les rideaux de dentelle qui dansaient faiblement au vent. Elle avait invité 3 personnes à prendre le thé cet après-midi-là, 3 seulement, et avait formulé son invitation avec soin. Le moment était venu de régler l'affaire. À 3h30, le premier coup retentit. Philippa Langton entra dans la pièce avec une grâce tranquille, un paquet de scones au mur à la main, le visage calme mais fatigué. Miss Marple la salua chaleureusement et lui servit du thé. Puis vint Alice Fortescue. Elle paraissait plus mince, plus pâle qu'avant, et les petites rides au coin de ses yeux suggéraient des nuits blanches. Elle était assise, raide, les mains jointes sur ses genoux. Et enfin, Simon Crisp arriva, son manteau sur le bras,
la mâchoire serrée. Il entra sans un mot, saluant les autres d'un signe de tête et s'installant près de la cheminée. Les tasses de thé tintaient doucement. Dehors, la brise agitait les roses du jardin de Miss Marple, leurs pétales tremblants comme les contours d'un secret. « Je vous ai fait venir ici, » commença Miss Marple, « parce qu'il me semble que nous attendons tous la vérité, une résolution, ou peut-être simplement que quelqu'un d'autre parle en premier. » Simon ne dit rien. Miss Marple continua. « Je crois qu'il est temps d'expliquer ce qui s'est passé le jour de la mort du colonel Waring. Non seulement comment, mais aussi pourquoi. Et par qui. » Philippa se déplaqua. Alice retint son souffle. Le colonel Waring n'a pas été empoisonné au sens traditionnel du terme, a déclaré mademoiselle Marple. Aucune poudre n'a été ingérée dans du thé, aucune aiguille ni aucun médicament n'a été utilisé à mauvais escient. Son cœur a lâché, mais c'est grâce à la peur, à la manipulation et à un plan très délibéré. Elle s'arrêta pour remplir sa propre tasse, son ton était ferme, voire doux. Voyez-vous, quelqu'un l'a placé sous le citise, quelqu'un qui a disposé les sièges de manière à ce qu'ils soient exposés à ce qui avait été préparé. Un brasero, niché sous le banc, rempli de gousses de citise fumantes. Inoffensif pour la plupart, irritant pour certains, mais pour un homme au cœur fragile, suffisamment pour le fatiguer. Et cette fatigue, sous la bonne pression, pouvait le faire basculer. L'amtoïda de Simon, sa serra. C'était pour l'effrayer, dit Miss Marple en se tournant vers lui. Un inconvénient. Vous espériez le faire vaciller, peut-être l'humilier. Vous craignez qu'il vous dénonce, révoque la bourse, porte atteinte à votre carrière. Alors vous avez agi. Discreetment. Indirectment. Mais Alice vous a aidé. Alice murmura, je ne savais pas que ça irait si loin. Miss Marple hocha la tête. Je vous crois. Je crois que vous avez préparé le terrain, placé le colonel là où il devait être, mais on vous a dit que ce n'était qu'une démonstration. Du bluff. Alice regarda Simon, mais il ne lui rendit pas son regard. Pourtant, vous n'étiez pas la seule à vouloir quelque chose du colonel Waring, poursuivit Miss Marple. Lionel Saint. George est venu ici avec une vieille rancune, enfouie depuis si longtemps qu'elle aurait pu être oubliée sans quelques mots déplacés. Il a confronté le colonel en secret, lui a envoyé une lettre. Il l'a menacé avec le passé. Il espérait, je crois, l'extorquer des aveux. Mais au lieu de cela, il a effrayé un homme déjà assiégé. Philippa prit alors la parole, d'une voix douce. Et moi? Miss Marple se tourna vers elle avec gentillesse. Tu n'as jamais fait partie du complot. Mais ton histoire avec le colonel, tes fiançailles rompues, l'atteinte à ta dignité, tout cela a persisté. Quelqu'un a pensé que tu avais peut-être un mobile. Quelqu'un a tenté de détourner les soupçons. Elle ouvrit un petit tiroir de la table d'appoint et en sortit 2 lettres. Tu en as reçu un, dit-elle en tendant l'enveloppe à Philippa. J'ai trouvé l'autre caché dans un oiseau en bois dans le bureau du colonel. Tous 2 écrits de la même main. Tous 2 avec le même ruban de machine à écrire. Simon baissa les yeux sur ses genoux. Miss Marple continua, doucement maintenant. La vérité est la suivante. Le colonel Waring est mort à cause d'une série de motivations, certaines mesquines, d'autres désespérées. La lettre de Lionel l'a bouleversé. La manipulation de Simon l'a affaibli. L'aide d'Alice l'a placé dans une situation dangereuse. Et le passé du colonel garantissait que personne ne le protégerait. Personne n'a parlé. Mais il y a une autre vérité, dit Miss Marple d'une voix plus ferme. La culpabilité n'est pas quelque chose que la loi peut effacer. Que l'inspecteur Arkwright décide ou non de porter plainte, et il se peut qu'il ne le fasse pas, chacun de vous devra en tenir compte. Simon prit enfin la parole. Que voulez-vous qu'on fasse? Miss Marple le regarda tristement. Vives Hahnemet. Réparez ce que vous pouvez. Quittez le village tous les 2. Recommences. Non pas comme des étrangers ambitieux en quête de réputation, mais comme des gens qui ont appris combien il est facile de faire du mal, même sans lever la main. Alice hocha lentement la tête. Et les autres? Lionel est déjà parti, dit Miss Marple. Il a trouvé ce qu'il cherchait dans la peur.
Je pense que cela l'a effrayé plus que le colonel n'aurait jamais pu le faire. Philippa prit une longue inspiration, puis regarda Alice, non pas avec accusation, mais avec quelque chose de plus complexe. Peut-être de la pitié, peut-être de la compréhension. Ils se levèrent ensemble après cela. Des paroles douces furent échangées. Promesse faite ou non. Lorsque la porte se referma derrière eux, Miss Marple retourna à sa chaise. La pièce était redevenue silencieuse. Les roses du dehors effleuraient la vitre. Au loin, une cresserelle tournoyait au-dessus des arbres, décrivant des cercles silencieux. Miss Marple reprit son tricot, les aiguilles claquant doucement, ses yeux lointains. La justice, pensait-elle, n'arrivait pas toujours en uniforme. Elle prenait parfois la forme d'une conversation, d'une confrontation, d'une vérité délicatement remise entre de bonnes mains. Elle regarda par la fenêtre. Le village n'avait pas changé. Et pourtant, tout avait changé. Une semaine passa, puis une autre. Et avec le rythme lent et inévitable qui caractérisait la vie des villages anglais, le meurtre, ou plus précisément, le scandale commença à se fondre dans le bruit de fond du quotidien de Saint-Aldelme. Les boutiques rouvrirent pour discuter des conserves estivales. L'Institut des femmes reprit ses préparatifs pour la fête de la Saint-Jean. Une nouvelle pancarte fut installée devant le presbytère annonçant un concours de composition florale. La vie, semblait-il, persistait à continuer, avec ou sans la permission du passé. Simon Crisp et Alice Fortescue ne furent revus qu'une seule fois avant leur départ, tôt un matin, sac à la main, le visage tiré et silencieux. Personne ne leur fit signe de partir, mais personne ne leur barra le passage. Le village, guidé par son instinct de conservation, détourna poliment le visage. Elspeth Waring ferma les portes de Bracondale Hall, à l'exception d'une pièce qu'elle laissait ouverte pour la lecture l'après-midi. Un panneau, à vendre, apparut bientôt le long de la haie, ses lettres se détachant sur le lierre. Peu de gens furent surpris. La maison avait toujours appartenu davantage au colonel qu'au village. Lionel Saint-Georges a laissé un mot manuscrit dans son chalet de location, soigneusement plié, sans adresse de réexpédition et sans véritable explication. Une seule phrase. Certains oiseaux ne migrent pas, ils s'échappent. C'est Miss Marple, bien sûr, qui resta. Comme toujours. Non pas qu'elle fût insensible à ce qui s'était passé, mais parce qu'elle avait depuis longtemps accepté que partout où il y avait des gens, il y avait des secrets. Et qui dit secret, dit toujours conséquence. Un après-midi, une dizaine de jours après la dernière réunion, elle était assise dans son salon, raccommodant soigneusement une paire de gants. Sa radio bourdonnait doucement en arrière-plan, une vieille émission sur les chants d'oiseaux. La voix du commentateur résonnait dans l'air, d'un ton agréable et érudit, nommant chaque chanson avec révérence. Lorsqu'on frappa à la porte, elle ne sursauta pas. Elle se contenta de plier les gants et de les déposer délicatement dans son panier à couture avant de se lever. « C'était Philippa Langton. »« Entrez, ma chère, » dit Miss Marple, et elle s'écarta. Philippa avait meilleure mine. Toujours pâle, mais sereine. Elle portait un manteau bleu marine et des chaussures confortables, et tenait un petit paquet en papier craft sous le bras. « Je voulais te rendre ça, » dit-elle doucement en posant le paquet sur la table à thé. « Ce sont les croquis d'oiseaux. Ce qu'Alice a fait pour le thé du jardin. Je les ai trouvés dans un tiroir hier. » Miss Marple fit un petit signe de tête et offrit un siège à son invité. « Voulez-vous du thé ?» demanda-t-elle. « Non, merci. Je ne resterai pas longtemps. » Ils restèrent assis un moment dans un silence confortable. « J'y pense sans cesse, » finit par dire Philippa, à la facilité avec laquelle tout s'est passé. À tout, à la petitesse de chaque pas, à la raison. Miss Marple regarda par la fenêtre, où un couple de moineaux voletait dans la haie. « C'est là tout le danger, » répondit-elle doucement.